Sénateur Wu, honorables collègues, il est ironique que nous débattions de la prise de mesures d'urgence alors que la pandémie est presque terminée. Nous avions beaucoup parlé d'évoquer le critère du bien-être public, mais rien n'en est sorti. 24 mois plus tard, nous nous retrouvons sous le coup de la loi sur les mesures d'urgence, non pas pour le bien-être public, mais pour l'ordre public. C'est plus qu'un curieux signé dans notre saga de la COVID. Je reviendrai à la fin de mon intervention. Le cœur du débat d'aujourd'hui n'est cependant pas les critères d'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, même si je sais que beaucoup de sénateurs souhaitent se rapporter à ces critères importants. La question la plus importante est de savoir si vous considérez la manifestation du convoi de la liberté 3 semaines après, sans qu'aucune fin ne soit en vue, soit un exercice acceptable des droits et libertés des manifestants et donc autorisé à se poursuivre de façon non interrompue. Je m'intéresse moins à la source du mécontentement des manifestants qu'à l'effet cumulatif de leurs actions, puisque mon argument s'applique quel que soit le type de liberté épousé par un groupe de manifestants. Si vous croyez que les manifestations d'Ottawa auraient dû être autorisées à se poursuivre pour des raisons liées aux protections constitutionnelles, des obéissances civiles légitimes ou à la conviction que les perturbations sont un prix acceptable à payer dans une société démocratique, vous devez voter contre cette motion. Mais si vous croyez que les manifestations, encore une fois, pas les manifestations dans l'abstrait, mais celles-ci qui duraient depuis 3 semaines jusqu'à il y a quelques jours n'avaient pas de fin en vue, si vous pensez que cette manifestation-ci devait prendre fin, alors la seule question qui reste, c'est de savoir comment y parvenir. Je n'ai pas entendu beaucoup de parlementaires soutenir que les perturbations causées par les manifestements d'Ottawa étaient acceptables et que nous devions les laisser continuer à protester. Alors, je poursuis en supposant qu'il y a un large consensus sur le fait que ces manifestations devaient prendre fin. Si je fais erreur, j'espère que vous vous lèverez et que vous direz clairement que vous soutenez le droit des manifestants d'Ottawa de continuer. Ça permettra de comprendre pourquoi vous opposez la motion. Je ne serai pas d'accord avec vous, mais tout du moins, nous allons nous comprendre les uns les autres et comment arriver à des conclusions différentes. Maintenant, je voudrais aborder l'argument qui, d'une part, reconnaît la nécessité de mettre fin aux protestations tout en étant contre le recours à la loi sur les mesures d'urgence. On peut, par exemple, penser que le gouvernement fédéral aurait dû négocier la fin des manifestations, éviter ainsi d'évoquer les pouvoirs d'urgence. Il faut toutefois garder à l'esprit que les manifestants exigeaient, entre autres, la fin de tous les mandats de la COVID et le renversement du gouvernement avec l'aide du Sénat, rien de moins. Ils insistaient pour ne pas retirer leurs camions, remorques et trampolines tant que le gouvernement du Canada n'avait pas supprimé l'ensemble des restrictions sanitaires. Sur quelle base un gouvernement dûment élu peut-il envisager même de négocier avec une foule pour annuler des mesures de santé publique que la plupart des Canadiens soutiennent et, deuxièmement, se défroquer par décret d'un groupe autoproclamé de manifestants bruyants? C'est une chose de reconnaître la lassitude de la pandémie que nous ressentons tous, mais c'en est une autre de succomber à la loi de la foule. Pour ceux qui s'insurgent contre la subversion de la démocratie, soyons très clairs, ce que demandaient les manifestants, c'est la définition même de la subversion de la démocratie. Laisser leurs demandes ou valider ces demandes en négociant, c'est encourager la subversion et c'est une abdication de la responsabilité gouvernementale. Un argument plus convaincant contre l'invocation de pouvoirs spéciaux est qu'il n'était pas nécessaire en premier lieu. Ce serait le cas s'il existait des pouvoirs existants de la part des gouvernements provinciaux pour mettre efficacement fin aux protestations. Mais si ces pouvoirs existaient, par exemple par le biais des états d'urgence déclarés par la ville d'Ottawa et la province de l'Ontario, pourquoi les protestations n'ont-elles pas été réduites après la déclaration des états d'urgence? Il y a deux possibilités. Première, c'est que les pouvoirs de la province et de la ville étaient insuffisants. Deuxième est que les dirigeants de ces administrations
ne pouvait ou ne voulait pas exercer ses pouvoirs. La première raison équivaut à une justification en faveur de la loi sur les mesures d'urgence. En ce qui concerne le deuxième point, certains pourraient faire valoir que le manque de volonté des dirigeants provinciaux municipaux d'exercer leur pouvoir ne justifie pas l'invocation de la loi fédérale. Toutefois, la décision de faire appel à la loi ne repose pas seulement sur la question de savoir si les autorités locales ont le pouvoir de répondre aux urgences, mais aussi sur celle de savoir si ces autorités sont capables de le faire et si ces capacités seront efficaces. Il me semble raisonnable que le gouvernement fédéral ait conclu, après 3 semaines de perturbations, que ses homologues infranationaux n'avaient pas la capacité d'exercer les pouvoirs dont ils disposaient. Le fait que le gouvernement de l'Ontario appuie la loi donne encore plus crédibilité à la pertinence de son utilisation. On peut bien spéculer pour ce qui est des raisons de l'insuffisance des mesures prises par la ville ou la province, mais cela dépasse la portée de cette motion et c'est à l'électorat d'y réfléchir. Il y a une troisième ligne d'argument contre la loi, estimant que les protestations sont intolérables et que les seuils établis dans la loi n'ont pas été atteints, en particulier définition d'urgence nationale. Selon ce point de vue, le mieux qu'on puisse espérer, l'application de toutes les lois existantes contre tous les manifestants individuels et des efforts généraux de maintien de l'ordre pour contenir les manifestations jusqu'à ce qu'elles se calment. C'est ce que j'appellerais l'école de pensée du laisser-faire et c'est bien sûr exactement ce qu'on a demandé aux résidents d'Ottawa de faire pendant 4 semaines en durée. Donc, tout se résume à savoir si les seuils ont été atteints. Mais qui décide? Comment la décision est prise? Voici Perrin Beatty, ministre de la Défense du gouvernement Mulroney, qui a témoigné devant le Parlement il y a 34 ans. Aujourd'hui, je cite, « Lorsque le pays est menacé par une situation grave et dangereuse, la décision d'évoquer ou non les pouvoirs d'urgence est nécessairement une question de jugement, ou plus exactement, une série de questions de jugement. Ça dépend non seulement d'une évaluation des faits actuels de la situation, mais plus encore des jugements sur la direction que les événements risquent de prendre et sur la vitesse à laquelle la situation pourrait se détériorer. Ensuite, et je cite, « La décision de déclarer une urgence est un exercice de jugement politique et le Parlement du Canada est évidemment un forum approprié pour remettre en question ce jugement. » Fin de la citation. C'est là où nous sommes aujourd'hui et c'est pourquoi je crois que la question clé pour en arriver à votre jugement, à mon jugement, jugement de tous, est la question que j'ai posée au début de mon discours. Le convoi de la liberté, son effet paralysant sur les résidents, les petites entreprises, les services municipaux et même notre système de gouvernement. Pendant 3 semaines et sans fin en vue, est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait arrêter? Et je crois que la réponse est oui. Voici la définition du dictionnaire Oxford d'urgence. Je cite, « Un état de choses survenant de façon inattendue et exigeant une action immédiate. » Fin de la citation. Je pense que nous pouvons convenir qu'il s'agit d'une urgence quand des centaines de véhicules descendent dans la capitale nationale et se retranchent dans les principales rues d'Ottawa, entraînent des perturbations massives, pertes économiques pour les résidents de la ville. Mais s'agissait-il d'une urgence nationale? Eh bien, l'objet de la protestation des camionneurs était le gouvernement national, c'est-à-dire fédéral, et au centre de perturbation, c'était la colline du Parlement, le siège du gouvernement national. Même en mettant de côté les manifestations ailleurs dans le pays, le risque réel de prolifération des protestations, le fait que celles-ci se trouvaient dans la capitale nationale, en a fait, je pense, une urgence nationale. Je ne suis pas d'accord avec l'Association canadienne des libertés civiles qui estime que l'évocation des mesures d'urgence n'était pas justifiée, car, pour citer son directeur général, les protestations perturbatrices, bien que souvent illégales, peuvent être le moyen le plus efficace de sensibiliser les gens. La CLC s'est opposée à cette loi lorsqu'elle a été introduite en
88, donc ce n'est pas étonnant qu'ils soient toujours contre 30 ans plus tard, ayant lu leur soumission lors de la présentation du projet de loi C-77 à 98, je comprends certaines de leurs réserves, je comprends leur préoccupation selon laquelle le recours à cette loi ne devrait pas entraîner une normalisation des pouvoirs d'urgence. Mais je vous dirais que le plus grand risque aujourd'hui, c'est de normaliser un style de protestation qui paralyse des infrastructures essentielles, assiège la capitale nationale, punit les entreprises, les travailleurs, les résidents qui vivent autour des zones de protestation et cherche à renverser les politiques gouvernementales en exigeant une rançon. On ne peut pas normaliser ce genre de manifestation illégale et perturbatrice, quelle que soit la cause sous-jacente, car ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de sensibiliser la population, mais c'est une voie très dangereuse à emprunter. Même si nous pouvons convenir que cette loi était nécessaire, personne ne devrait se réjouir de la réduction des libertés civiles. Nous devrions tous chercher à trouver le moment le plus précoce d'y mettre fin. C'est le travail actuel du Parlement et c'est à cela que nous devrions nous atteler immédiatement après l'approbation de la motion avec la formation de la commission d'examen parlementaire. C'est également important de souligner que soutenir l'utilisation des pouvoirs d'urgence dans ce cas particulier ne revient pas à soutenir la loi dans son ensemble. Il y a eu un débat public vigoureux au moment de l'introduction du projet de loi C-77. L'invocation de la loi 3 décennies plus tard devrait susciter un autre examen de ces dispositions. Après tout, en 2022, le monde est bien différent de celui de 88. Pensez à l'Internet, aux médias sociaux, au sociofinancement, aux crypto-monnaies, à l'ingérence étrangère. Ce sont tous des facteurs pertinents dans le cas présent. Personnellement, je pense que la définition de menace à la sécurité du Canada, entre guillemets, est trop large, mais c'est le sujet d'un autre débat pour un autre moment. Honorable sénateur, je suis également lassé des restrictions de la COVID. La bonne nouvelle, c'est que nous semblons sortir du tunnel, donc les mandats seront progressivement assouplis. Peut-être que le seul mandat de santé publique restant est celui que vous vous appliquez à vous-même en fonction de votre tolérance au risque. Mais il ne faut pas lever les mandats parce qu'une foule bruyante l'a exigé. Dans notre désir de retour à la normale, il ne faut pas oublier que les coronavirus ne partagent pas nos priorités. Nous ne savons pas si une autre variante du virus n'est pas à portée de main. Et si ce variant se manifeste avec férocité, nous ne pouvons pas laisser notre impatience à l'égard des restrictions entraver l'application de bonnes directives, y compris la possibilité de nouveaux confinements. Voilà pourquoi il ne faut pas voir cette protestation seulement sous l'angle d'ordre public, mais aussi de bien-être public. Le gouvernement ne fait pas appel aux critères du bien-être public pour justifier ses pouvoirs d'urgence, mais il est important de ne pas perdre de vue le lien entre l'ordre public et le bien-être public. La perte de l'un a un effet négatif sur l'autre. Ce n'est pas le moment d'être cavalier en ce qui concerne l'ordre public, surtout lorsqu'il est si étroitement relié à une question de bien-être public. Céder aux demandes d'ignorer les directives de santé publique peut être relativement bénin à la fin de la pandémie actuelle, mais ce serait désastreux pour la prochaine. Honorables collègues, j'appuie cette motion de confirmation et j'espère que vous l'appuierez également.